Un petit mot aujourd'hui pour répondre à quelques objections, parce que je vois bien qu'il y a encore dans la nature des gens qui pensent à mon sujet des choses sur lesquelles je voudrais revenir. Je vais commencer par ce commentaire qui dit « Bon, a priori, il ne vous traite pas, il veut dire Alain Soral et ses comparses dans cette vidéo, ne vous traite pas d'agent du gouvernement. » Alors, ils l'ont dit. Effectivement, maintenant ils ne le disent plus, puisque j'ai passé effectivement 2 ans en prison avec mes enfants, etc. Bon, ils ont abandonné cette thèse, mais ils n'ont pas clairement dit, nous sommes navrés de l'avoir prétendu, parce que c'était quand même assez ennuyeux et fâcheux. Donc moi j'aimerais bien qu'Alain Soral le dise effectivement, sur ce point nous nous sommes trompés, puisque Faits et Documents l'a affirmé quand même. Donc ce serait bien que Faits et Documents dise, bon, nous avons commis une erreur. Je pense que c'est même nécessaire pour la crédibilité de Faits et Documents qu'ils reviennent sur cette erreur. C'est un peu trop facile de passer sur les choses. Moi, si je me trompais sur quelqu'un, et ça m'est arrivé, je le dis, je me suis... Par exemple, si vous vous souvenez sur Trump, j'ai fait une mention disant que nous pouvions avoir droit d'être prudents vis-à-vis de Trump, quoique je l'ai soutenu auparavant. Alors, non pas que je l'ai soutenu de manière uniforme et en bloc en disant que nous le soutenons à 100%, je n'ai jamais dit ça, j'ai toujours un peu de prudence, mais j'ai tout de même dit que ça allait sans doute dans le bon sens, et je pense que c'est toujours le cas. Mais il a été nécessaire à un moment donné que je sois prudent parce que Trump pouvait aussi aller de pair avec des choses qui n'étaient pas forcément favorables à notre intérêt national. D'accord ? Donc, je ne peux pas dire que je me sois trompé complètement, mais je pouvais donner à penser que je le soutenais de manière uniforme, en bloc. Bon. Mais ça peut m'arriver de me tromper. Et à ce moment-là, je le dis. Et c'est dans mon intérêt de le dire. Je me suis trompé sur ce sujet et j'en suis navré. Éventuellement, il faut présenter ses excuses. Je suis navré, je me suis trompé. Et je défends tel ou tel point de vue. Bon. Mais là, si vous voulez, c'est comme dans le cas des médias, si vous voulez. C'est comme les médias qui me disent cet été que je suis hors de cause. Ils n'ont jamais clairement dit « nous nous sommes trompés » en accusant Rémi Daillet de telle et telle chose. Et eh bien ça, c'est pas correct. Et donc ça vous met sur la touche. Si vous faites ça, ça vous met sur la touche. C'est-à-dire que vous sortez, pour moi, vous sortez du débat. Moi, je ne veux pas discuter avec des gens qui ne sont pas capables de regarder les choses de manière rationnelle, avec une logique et un sens de l'honneur. Si vous vous excluez de ça, il y a des tas de gens qui disent pique pas autour de moi, mais je ne discute pas avec eux, ça ne m'intéresse même pas, puisqu'ils n'ont pas le niveau. S'ils n'ont pas le niveau d'honneur et de goût pour la vérité, ils sont sans intérêt. Et vous pouvez être sûr que ces gens-là, qui n'ont ni honneur ni vérité, je ne parle pas de Soral et de ses camarades qui ont fait cette vidéo, mais les gens qui me critiquent de manière outrancière, n'ayant ni honneur ni goût pour la vérité, n'ont aucun intérêt pour le combat national. Ils ne serviront à rien. Et vous verrez que le moment venu, ils se retourneront contre nous. Ils travailleront avec l'ennemi sans aucun problème. C'est des gens qui n'ont pas d'honneur. Donc, il ne faut pas discuter avec eux. Bon. Alors, ça, c'est une chose simple à comprendre. Donc, je poursuis. Mais ils disent... Il a commencé... Alors, je ne sais pas s'il parle de Soral, parce qu'il a mis « il » au pluriel ici, et ne vous traite pas au singulier. Bon, supposons qu'il parle d'Alain Soral. Mais il dit que vous les servez à votre insu. Le gouvernement l'est. Donc, vous le servez à votre insu. Que je servirai... le gouvernement à mon insu, ce qui, selon une analyse rétrospective, est factuellement vrai. Mais non, monsieur. Alors, il donne comme explication, coup d'État, il n'y a pas eu. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'aura jamais lieu ? En quoi est-ce que ça sert le gouvernement d'amener cette idée dans le public ? Cette idée qui est nécessaire. Les gens n'y avaient pas pensé. On leur dit, mais il faut renverser ce gouvernement. C'est un élément nouveau qui amène, vous voyez bien, toutes ces idées de destitution, etc. Ça vient d'où ? Ça vient notamment parce qu'il y a des gens comme moi qui ont dit mais pourquoi ne pas tout simplement chasser ces gens plutôt que de manifester, de protester contre eux et de leur demander de changer de politique. Ça ne marche pas, donc on les renverse, c'est tout. C'est aussi simple que ça, c'est la volonté populaire qui prime. Donc dire que ça a servi le gouvernement, c'est ridicule, parce qu'on voit bien que le gouvernement aujourd'hui est en grande difficulté. Ça a même amené au Parlement, on l'a vu dans les dernières élections, une masse de gens qui étaient très opposés, et qui est toujours très opposés au gouvernement. Donc factuellement vrai ? Non, c'est faux. Et l'État français a sûrement mis la main sur vos bases de données et de contacts. Ben non, l'État n'a mis la main sur rien du tout, et je peux vous le dire, je le sais, moi je suis passé à la DGSI pendant 96 heures, ils n'avaient pas l'élément concernant mes militants, ils auraient bien voulu, mais ils ont demandé. Nous voudrions accéder à la liste de vos militants. Je leur dis, vous n'y arriverez jamais. C'est tout. Ils ne vont pas torturer, ils ne vont pas vous torturer, vous refusez, c'est tout.
Alors ils vous disent, ils font des menaces. Ah, ça va coûter cher dans votre dossier. Ah bon? Mais moi j'ai répondu, ah bon, vous croyez que ça va me coûter cher parce que j'ai pas opéré de délation? Mais la loi ne m'oblige pas à faire de la délation. J'ai pas moi à vendre un quelconque fichier à qui que ce soit. Et puis même si je devais rester 1 mois ou 2 mois ou 3 mois de plus en prison, ça ne me dérange pas, je préfère rester en prison, mais jamais vous n'aurez quoi que ce soit. Donc ils n'ont rien obtenu. Ils n'ont aucunement eu nos bases de données. D'accord? Tout ça est parfaitement protégé. Puis je pourrais vous en dire d'autres d'ailleurs. Voilà. Donc ne croyez pas que les services du gouvernement fassent n'importe quoi et accèdent à tout et agissent comme des gens qui furettent partout et ont toutes les informations. Ils ont, bien sûr, des informations, mais ils ont les informations qu'il faut. Si vous êtes des gens sérieux, vous savez comment vous protéger contre des irruptions intempestives de services qui n'ont d'ailleurs pas à faire de l'ingérence au-delà de l'enquête qu'ils ont à mener. Tout ça, c'est prévu par la loi, d'ailleurs. Je sais déjà que vous pensez que le fichage n'est pas un problème en soi. Ah bah le fichage d'autrui, de ma faute, j'en serais bien embêté. Bien sûr que si. Le fichage n'est pas un problème pour soi-même. Mais vous ne pouvez pas admettre de laisser ficher des gens avec qui vous seriez en contact. Sinon, ça s'appelle de la délation. Vous êtes un traître. Autrement dit, en temps de guerre, c'est une balle dans la nuque. Vous savez, pendant la guerre, les gens qui étaient traîtres, il y a eu beaucoup de gens qui, n'étant coupables que de cela, sont passés de vie à trépas. La trahison pendant la guerre était une chose qui était considérée comme un meurtre ou pire même. Bah, surtout si cette trahison amenait des gens à périr, à être arrêtés, déportés et mourir, évidemment. C'était considéré comme un crime en soi, un crime de sang, en soi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais tout de même, donner une liste de gens, trahir des milliers de personnes, pour moi, ça serait abominable. Je ne pourrais même pas reparaître en politique si j'avais pu être coupable de ça. Voilà. Mais il est possible de ne pas partager votre point de vue. Sans doute, bien sûr, évidemment. Je vous rejoins néanmoins sur son manque de respect à votre égard et pour vos actions qu'il taxe de naïves pour rester poli. Sans le partager pleinement, je comprends son point de vue sur la question. Bon, voilà pour ce point-là. Et alors, il y a un autre point de vue. Il y a des gens qui me reprochent d'avoir enlevé les enfants de l'ex-mari de ma femme actuelle. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce point parce qu'il est assez extraordinaire. Donc, ce monsieur qui a, il faut le dire, des problèmes mentaux, qui d'ailleurs a usé de violence vis-à-vis de ma femme actuelle, donc, qui a été condamné pour ça, c'est quelqu'un qui a emmené ses enfants et sa femme à l'avion, destination de la Malaisie, où j'étais censé recueillir cette famille tout entière, papa compris. Lui, il emmène sa famille à l'avion, d'accord, mais il ne monte pas dans l'avion. Il les emmène à l'aéroport. Et il dit à sa femme, je te rejoindrai plus tard. Puis, il va à la gendarmerie. Vous entendez bien, à la gendarmerie. Et il dit, ma femme et les enfants ont été kidnappés par monsieur Daillet. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est ça qu'il est allé raconter partout dans la presse. Il est même allé sur TPMP raconter cette fable. Bien sûr, l'enquête de gendarmerie a lieu. Les gendarmes se sont rendus compte... D'abord, ils ont eu très peur, les gendarmes. Ils ont cru que ce type avait assassiné sa femme et ses enfants, comme ça arrive parfois, des gens qui lancent ce genre d'alerte. Et, il y a eu des cas assez récents. Et donc, il était surveillé jour et nuit, pendant un certain temps. Le temps que les gendarmes nous contactent en Malaisie, contactent sa femme, et s'assurent qu'elle allait parfaitement bien, que ses enfants allaient très bien, étaient à la maison. Donc, ils lui ont demandé de se rendre à l'ambassade à Kuala Lumpur, et il y est allé, avec les enfants. Moi, j'étais rentré en France à ce moment-là. Donc, les services consulaires ont constaté qu'elle n'était pas du tout kidnappée, qu'elle se portait parfaitement bien et qu'elle a été victime de violences de la part de son mari, qu'elle devait, avec son mari, s'installer en Malaisie, mais qu'il l'avait définitivement abandonnée, ce dont elle se réjouissait d'ailleurs, parce qu'elle ne voulait plus vivre avec cet homme-là, en fait. Et c'est comme ça que j'ai dû recueillir cette famille, parce que moi, je n'avais pas du tout prévu ça. Et je me suis retrouvé avec cette famille qui arrivait en Malaisie, et je l'ai donc recueillie chez moi. Voilà ce que c'était que cette histoire que des gens comme Cyril Hanouna a véhiculée. Alors je n'en veux pas, il n'est pas au courant, il ne sait pas, mais enfin il a laissé parler ce monsieur sans droit de réponse, jusqu'ici. Donc voilà, et alors ce papa qui prétendait que j'ai enlevé ses enfants, qui est allé raconter ça à la presse, eh bien, au moment où il y a eu une enquête sociale sur nos enfants, quand je suis sorti de prison, il y a une enquête sociale qui était lancée pour savoir si mes enfants pouvaient rester avec moi. Cette enquête sociale, eh bien, puisqu'il était question aussi des enfants de ma femme, Léonie, qu'elle a eu avec cet ex-mari,
Ça touchait donc ses enfants, donc il y a aussi une enquête de son côté à lui. Alors de notre côté, les services sociaux au bout d'un an ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Les enfants pouvaient rester avec nous, rien à dire. Parents sans aucun problème, exemplaires même. Bon, les enfants sont heureux, ils sont bien équilibrés, ils sont bien élevés, il n'y a aucun problème de notre côté. D'accord? Donc les enfants du terroriste, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Mais lui, quand il avait arrivé les services sociaux chez lui, ils ont commencé à lui poser des questions. Monsieur, vous ne gagnez pas votre vie, vous traficotez ici ou là, c'est quand même un peu bizarre. Il a eu peur. Il a eu peur. Et par ailleurs, il a reçu entre-temps, pendant cette année d'enquête qui a eu lieu sur lui, à son sujet, pendant qu'elle avait aussi lieu chez nous, eh bien, on lui a envoyé Ilan, comme c'est son père, donc on envoie l'enfant à son père pour qu'il le voie régulièrement, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, il s'est aperçu que cet enfant, il fallait s'occuper de lui, puis payer, puis sortir des sous, et là, c'était pas du tout la même chose. Donc, d'une part, les services sociaux demandaient à ce qu'il travaille, et d'autre part, eh bien, quand l'enfant venait chez lui, eh bien, ça occasionnait des dépenses. Si bien que ce monsieur nous a fait une jolie lettre. Nous écrivons « Je préfère que mon fils vive avec vous ». Alors, vous voyez, ça fait un bel effet devant un tribunal. Quelqu'un qui dit « c'est un terroriste », etc., c'est un danger. Il m'a même dit que j'étais pédophile. Eh bien, il confie son fils à un terroriste pédophile. Vous voyez le tableau? Alors le juge voit ça, il me dit, bon, d'accord, on voit à qui on a affaire. Donc effectivement, du côté de M. Daillet, il n'y a pas de problème. En revanche, du côté du papa qui tient ce genre de propos, il y a peut-être un peu plus à pousser, à faire des investigations. Donc c'est lui, maintenant, qui a les services sur le dos et qui enquête de manière très très sérieuse. Et là, on va voir si le juge prononce ou pas un certain nombre de choses, prend des décisions à son encontre, pas au nôtre. Donc il nous écrit à nous qu'il préfère que son fils vive avec nous, il se défait de ses droits, et eh bien, il risque de perdre complètement ses droits, et maintenant même il refuse de voir son fils, il ne veut plus le recevoir, parce que, il délaie, et à chaque fois il dit non, mais je ne peux pas, ces vacances-ci, je ne peux pas, voilà. Il trouve toujours des excuses, donc en fait, il se déleste de ses droits de père, en fait, voilà. Donc voilà, ça je voulais vous le dire, parce que cette histoire, elle a quand même beaucoup circulé, et comme on m'accuse encore parfois d'avoir kidnappé les enfants de ce monsieur, eh bien voilà, vous avez le fait. Donc ces enfants, il y en avait deux. La plus grande, maintenant, elle vit, elle travaille, donc on n'a plus besoin de l'héberger, elle gagne sa vie à Strasbourg. Elle a même acheté sa maison, donc apparemment nous l'avons suffisamment bien élevée, puisque nous l'avons. Quand elle m'a rejoint, c'était en 2015, cette petite famille. Donc cet enfant, elle était encore jeune. Elle avait, si je ne m'abuse, elle avait 12 ans. Aujourd'hui, elle travaille et elle fait sa vie. Et ça se passe bien pour elle. Voilà. Donc, je me suis occupé donc des enfants de ce monsieur. Voilà. Et je leur ai fait l'école à la maison, etc., etc. Et puis, et tout ce qu'il faut. Et j'ai tout payé, bien sûr, pour leur permettre de vivre. Voilà. Donc, sur cette histoire, je n'en avais pas parlé jusqu'ici, mais maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Et si vous voulez plus de détails, éventuellement, je vous en donnerai. Voilà pour ces deux petites questions.